Honorable audience, l'enchaînement se fera en ligne et en live, en direct et en présentiel. Cette pandémie nous a donné ce processus de l'hybride pour essayer de satisfaire un peu tout le monde. Mais il est vrai, et il est entendu, et vous serez d'accord avec moi, qu'il est très important de se retrouver en direct et en face à face. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier panel de cette 9e édition, dont la thématique est une thématique porteuse, celle de la plasturgie marocaine, relance post-crise sanitaire, souveraineté industrielle et économie circulaire. Donc, comme vous l'avez deviné, nous sommes là pour parler d'un certain nombre d'éléments de travail qui nous permettront, d'ici la fin de la matinée, vers 13h, on a pris un peu de retard, mais nous sommes en train de le rattraper, nous en remercions le bon Dieu, pour pouvoir appeler pour le premier panel qui va traiter du plan de relance de l'industrie plastique, ça c'est le générique, mais aussi et surtout des impératifs de la souveraineté industrielle nationale, le levier de l'industrie 4.0 en plasturgie, le renforcement du capital humain en tant qu'opportunité et accompagnement financier et stratégique pour la relance industrielle du secteur. Et donc pour ceci et pour cela, je vais appeler à mes côtés Si Ali Siddiqui, le directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, qu'il en soit remercié. Est-il là, Si Siddiqui? Parce que je ne l'ai pas vu en virtuel. D'accord, eh bien, nous attendrons. Si Saïd El-Mghraoui, ça va? Si Saïd El-Mghraoui, marhaba Sidi, tfadal. Il est directeur de la défense et de la réglementation commerciale au ministère. J'ai avec moi M. Hicham El-Haïd, président de la fédération, qui doit nous rejoindre. Si Ali Mahrez, qui est le directeur en charge des filières industrielles chez l'Agence marocaine pour le développement des investissements et d'exportation, AMDIE, et M. Shakib Achour, qui est le directeur du marketing stratégique Huawei, mais non moins, le sponsor Gold. Alors, s'il vous plaît, on va demander aux deux personnes, parce qu'on est en live, et il faut que nos internautes puissent un petit peu aller dans ce sens-là. D'accord? OK. D'accord. S'il Mghraoui, s'il vous plaît. S'il Mghraoui. On y va. D'accord. Karim, il me faut les autres parce qu'on est dans le live. S'il vous plaît. Donc, c'est Ali Mahrez avec nous, si Shakib Achour et M. Hicham El-Haïd, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, donc il ne manque plus que M. El-Haïd. Magnifique. Alors, je vais faire avec pour que la régie puisse faire son travail, pour que les internautes puissent aller de l'avant. D'accord? OK. Marhaba bikoum. Un réel plaisir de vous accueillir pour ce premier panel, messieurs. D'accord? Et nous avons deux impératifs. Le premier, celui du temps, où nous avons par panel 45 minutes. Je vais vous poser un certain nombre de questions et connaissant votre pertinence dans le domaine que vous gérez parfaitement bien, connaissant votre expertise et votre compétence, je vais vous donner, parce que je suis très gentil aujourd'hui, d'accord, 10 minutes chacun. D'accord? C'est un tour de table qui nous permettra juste par la suite de donner à l'audience cet échange pendant un quart d'heure et aussi permettre aux internautes, d'accord, de poser des questions et surtout d'y répondre. Alors, en attendant que Hicham El-Haïd nous rejoint, je vais commencer donc par Si Ali Siddiqui, d'accord? Marhaba bik Si Ali Siddiqui. Je le répète encore une fois, vous êtes donc le directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Premier élément de travail, c'est comment vous avez vécu la crise avec les opérateurs du secteur, quelles sont les niches qui se sont développées avec le Covid, et selon vous, quelles seraient les perspectives pour
pour la plasturgie marocaine et quel levier de relance? C'est tout un programme et un chantier. C'est parti, top chrono, à vous Sidi Siddiqui. Merci infiniment de m'avoir invité, déjà. On est très honoré d'être à vos côtés pour ce bel événement que vous avez organisé. Alors, Monsieur le ministre a dit beaucoup de choses et a rappelé tout l'effort national qui a été réalisé dans le cadre de la réponse aux hautes instructions royales de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. La manière dont on a travaillé, c'est véritablement celle que l'on a employée dans la phase de structuration des écosystèmes. Dans le cadre du plan d'accélération industrielle, nous avons mis en place une interface d'écoute. Pardon, c'est juste parce que ça s'enregistre, il y a des voix de son qui sont enregistrées automatiquement parce que c'est très très sensible. D'accord, merci beaucoup. C'est de vous avoir interrompu. Pas de problème. Je disais que le travail avec les opérateurs qui a été mis en œuvre dans le cadre du démarrage de la pandémie, ça a été le même que celui que nous avons fait dans le cadre de la structuration des écosystèmes, c'est-à-dire de l'écoute active. On a travaillé avec les fédérations et on a écouté. Et bien là, c'était la même chose. Quelles étaient les craintes, quelles étaient les solutions que l'État pouvait apporter, et force à nous de mettre en œuvre l'ensemble des actions qui étaient impératives dans le cadre du soutien à la continuité de l'activité. C'était ça le point central. C'était comment faire en sorte que l'industrie ne s'arrête pas. Parce que, évidemment, quand on écoute les hautes instructions royales, c'était sécuriser les approvisionnements. L'approvisionnement agroalimentaire, eh bien, vous avez de la plasturgie, vous avez de l'emballage. Donc, on se pense que c'est uniquement les unités agroalimentaires, mais c'est toute la chaîne de valeur, toute la supply chain qu'il fallait soutenir. Donc, il y a eu des réunions sectorielles qui se sont tenues. Et ensuite, on a mis en place, en partenariat avec les autres départements, notamment le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère de l'Emploi, des mesures pour faciliter la continuité de l'activité. Et ça, bien évidemment, en étroite collaboration avec la CGEM, comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment la méthode aujourd'hui où c'est le nerf du réacteur, ou le cœur du réacteur, pardon, de la stratégie industrielle du Royaume. C'est vraiment le partenariat avec le secteur privé pour trouver des solutions ensemble constructives. Les opérateurs ont été au rendez-vous de manière exceptionnelle. On l'a vu, la fabrication des masques est un exemple, la fabrication des respirateurs en est un autre. Il y a également tout le travail que nous avons fait, et notamment dans le cas d'espèces, avec les équipes avec des opérateurs du monde de la plasturgie. À un moment, il y a eu une pénurie, qui était la pénurie des kits de prélèvement. On importait ces kits intégralement, aucune production nationale. La Chine était l'unique fournisseur du monde pour ces kits de prélèvement. Et le Maroc, qui était en phase où on était en croissance justement du virus, n'avait peut-être plus les moyens de tester les citoyens. Ce qui voulait dire que tous les plans de continuité de l'activité que vous avez mis en place, eh bien, ça aurait pu s'écrouler. On a réuni au ministère de l'Industrie des industriels, qui ont été d'ailleurs remerciés et félicités par Monsieur le ministre tout à l'heure lors de son discours inaugural. Et en l'espace d'un mois, on a réussi, en collaborant, à faire un kit qui était un kit 3 fois moins cher que le kit qui était importé. Le kit, c'est un tube, un bouchon, une solution, un écouvillon. Il y a beaucoup de plasturgie. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on était en mesure de le faire avec un niveau de qualité exceptionnel et un niveau de compétitivité qui était 3 fois moins le prix du kit importé. Donc ça donne des idées. Vous avez parlé de quelles filières, quels sont les développements qui sont attendus à l'issue de la pandémie. Eh bien, clairement, le plastique médical, travailler un écosystème du dispositif médical, aujourd'hui, on sait qu'on est en mesure de le faire. Non seulement nous sommes en mesure de le faire, mais nous devons le faire puisqu'il y va de l'autonomie de ce pays. L'autonomie du pays, mais aussi l'autonomie de toute une région. Et donc, dans le cadre des discussions que nous avons avec l'Union européenne, par exemple, il y a de la volonté de leur côté de créer cet écosystème du dispositif médical et d'aider à transférer, y compris des métiers et des savoir-faire, pour qu'on puisse développer cet écosystème localement. Et on aura besoin de nos industriels de la plasturgie, indéniablement. La dernière question, c'était ? C'est un petit peu quels seraient les leviers un petit peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est Siddiqui, vous avez dit, vous avez travaillé, vous avez écouté, vous avez soutenu.
L'objectif est de sécuriser les approvisionnements. Je trouve ce processus intéressant. Vous avez favorisé la collaboration grâce à l'entremise de la CGM et de tous les opérateurs du secteur. C'est magnifique. Vous avez donné l'exemple des masques et des respirateurs. Demain, est-ce qu'aujourd'hui, CSDRI, en tant que représentant du ministère, est satisfait à 100%? Y a-t-il encore des choses à faire dans ce processus de réflexion et comment vous voyez demain? Alors effectivement, il y a beaucoup à faire. Ça a été rappelé, puisque quand on regarde le potentiel par rapport à l'existant, on sait qu'il y a encore énormément à faire, et quand on se compare aussi. On a cité la Turquie sans aller jusqu'en Chine. On a évidemment des opérateurs qui font plus de choses et qui font plus d'exports dans ce secteur-là. Il y a quelques leviers qui sont à utiliser. On en parlait tout à l'heure avec quelques-uns des opérateurs ici présents. Il y a l'ambition globale du Maroc de décarboner son industrie. Ça, c'est un levier majeur pour exister à l'export et ouvrir de nouveaux débouchés. Puisque aujourd'hui, il y a un double effet. Aujourd'hui, on a une facture énergétique qui est élevée, puisque nous sommes importateurs d'hydrocarbures. 2, il y a une volonté mondiale d'atteindre la neutralité carbone. Donc quand on combine ces deux éléments, il va de soi qu'au cœur de la stratégie industrielle et donc de celle des secteurs, du secteur de la plasturgie, la décarbonation va être un levier majeur. Et donc le ministère de l'Industrie, en collaboration avec le département de l'énergie et le régulateur du réseau, est en train de travailler pour voir quelles sont les contraintes techniques à lever pour pouvoir brancher tout le monde, tous nos industriels, avec de l'énergie verte. Et ça, demain, pour valoriser la production nationale, au niveau notamment de l'Union européenne par exemple, ou même des États-Unis, eh bien, c'est un argument majeur de compétitivité. On le voit dans beaucoup de secteurs, dont l'automobile. L'autre enjeu, c'est pour nous la connexion des écosystèmes. Quand vous êtes un métier, un secteur comme la plasturgie, vous êtes un secteur qui est un secteur amont. Eh bien, il faut qu'on connecte. Il faut qu'on connecte ces écosystèmes-là avec l'aval qui exporte. Et donc aujourd'hui, on a des premiers exemples, et nous, on va encourager en tant qu'État le rapprochement entre ces différents secteurs. C'est déjà le cas au sein de la CGM. Il y a Maroc Industrie qui a été créé. Moi, je félicite l'ensemble des membres qui ont participé à la création de Maroc Industrie, parce qu'au moins, ça permet cet échange intersectoriel qui, aujourd'hui, est pour nous essentiel. Vous avez des métiers comme l'aéronautique, l'automobile, qui consomment les métiers de la plasturgie. Eh bien, il faut impérativement qu'on sonde, qu'on cartographie l'existant et qu'on puisse connecter les grands donneurs d'ordre avec les fournisseurs marocains. Donc pour moi, ça, c'est un deuxième axe majeur de développement du secteur de la plasturgie. Ensuite, il va évidemment, également, ça a été rappelé par Monsieur le Ministre, c'est le travail sur le local, la substitution aux importations en qualité, en compétitivité, et le rôle majeur que doit jouer la commande publique pour favoriser justement le développement de nouveaux métiers et de cette montée en volume qui est nécessaire pour pouvoir aller adresser d'autres marchés. Il faut que le Maroc soit le tremplin de beaucoup d'opérateurs pour pouvoir aller chercher des marchés à l'extérieur des frontières. Peut-être un appel prioritaire aux opérateurs en tant que directeur général de l'industrie? On a l'habitude de se voir, donc on échange régulièrement. L'appel, c'est restons connectés. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. On a travaillé sur la commande publique, par exemple. On a dit qu'il est impératif que le lien entre le ministère et les équipes de la direction générale de l'industrie, les différentes directions métiers, soit maintenu et continu pour qu'on puisse travailler à la fois, ce qu'on disait, de haut en bas, top-down dans la stratégie, mais aussi en faisant un travail qui est bottom-up, c'est-à-dire qu'on a regardé les opportunités immédiates et qu'on aille faire mener ces batailles ensemble. Magnifique. On a fait de la qualité, un timing compétitif, 10 minutes exactement, c'est CSDRI, et sans transition, j'appelle le président de la Fédération marocaine de la plasturgie, Si Hicham El Haïd, qui a été véritablement très pertinent tout à l'heure en explicitant ce qui a fait réagir Monsieur le ministre, je l'en félicite. Et donc aujourd'hui, Si Hicham El Haïd, quel serait, à votre avis, aujourd'hui, quel est l'impact de cette crise sanitaire sur le secteur? Comment on était avant mars 2020, comment on est aujourd'hui, et qu'est-ce qui se prépare demain, Inch'Allah. C'est Hicham El Haïd en direct avec nous dans le cadre de cette 9e édition. À vous la parole. Alors notre secteur a subi quand même une situation paradoxale, effectivement, parce qu'il y a eu des secteurs qui ont pu se développer, à savoir, comme l'a dit CSDRI, les écovillons, les masques qui sont à mettre,
à l'honneur du secteur de la plasturgie. Et comme c'est un métier transversal, vous avez d'autres secteurs qui en ont pâti, à savoir les gens qui sont linkés avec le BTP, l'automobile. J'étais l'autre jour avec M. Bachili qui m'a dit qu'ils ont fait 220 000 unités au lieu de 380 000 en 2019. Donc, fatalement, ça a impacté directement nos secteurs. Mais globalement notre secteur a moins subi la crise sanitaire que d'autres secteurs. Mais à côté de cela, Cédric a dit qu'effectivement tout est là. Aujourd'hui, nous avons Huawei. Nous avons aujourd'hui un troisième problème qui va venir se greffer sur l'investissement. Vous avez déjà le foncier, vous avez l'énergie, et aujourd'hui, vous avez la connectivité. Aujourd'hui, moi, j'ai des employés qui sont obligés de se connecter parce qu'ils font les déclarations. Ils me disent, Monsieur El Haïd, chez nous, à Ainsba, on n'a pas le haut débit, ce qui fait que pour une déclaration, on met 3 quarts d'heure. On reste en distanciel. Pour se connecter à partir de la maison, on fait des déclarations à partir de la maison, et ça va beaucoup plus vite, et on fait la déclaration en 5 minutes. Donc, vous avez encore un troisième volet qui vient s'inscrire. Et bon, heureusement qu'il est sous votre tutelle, puisque vous êtes le ministère aussi du numérique. Ça aussi, il ne faudra pas l'oublier que quand vous créerez une zone industrielle, bien sûr, il y a l'énergie, mais il faudra aussi penser à la connectivité. Parce qu'aujourd'hui, Huawei, s'ils veulent nous accompagner ne serait-ce que sur de la maintenance prédictive, si nous ne sommes pas connectés, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire de la maintenance prédictive sans une connexion haut débit. Donc, tous ces éléments-là sont sur la table. Le ministère ne lésine pas sur les moyens et est totalement engagé. Mais on sent tout de même qu'il y a une reprise actuellement. Ne serait-ce que notre secteur a toujours une croissance organique parce que chaque opérateur réinvestit sur un nouveau produit ou une nouvelle ligne, donc il y a une croissance organique, mais il y a aussi une croissance macroéconomique, comme je l'ai déjà dit. C'est anormal que le chapitre 39 pèse 1 milliard de dollars et qu'en matière première, en estimant que c'est une fourchette haute à 3 000 dollars la tonne, c'est à peu près 2 milliards 100 de dirhams, ce qui fait quand même il y a encore un gap à récupérer. Alors ce gap, comment est-ce qu'on peut le récupérer? Vous avez un opérateur, il n'osera jamais vous le dire parce qu'il est directement impliqué. Il dit, voilà, moi j'ai créé une structure pour faire du produit médical. Je suis inspecté de fond en comble. Est-ce que l'opérateur économique qui importe subit le même contrôle? La question est non. Il le subit sur le point de vue paperasserie, mais sur le terrain, il n'y a aucun contrôle. Et ça, ce sont des distorsions. Alors effectivement, on prend des décisions, mais il faut corriger derrière et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut. Nous demandons uniquement l'équité entre l'opérateur industriel et l'opérateur importateur, si je peux dire. Donc ça, nous avons ces problèmes-là. Nous avons aussi vécu un problème avec et ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est la communication opérationnelle. Tous les éléments, tous les instruments sont là, mais ils ne sont pas encore mis en application. Et c'est un peu dommage parce que c'est, comme je me suis permis de vous le dire l'autre jour, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a du travail qui est fait, il y a du travail de fond qui est fait, il y a beaucoup de choses. Donc, l'IMANOR, la DQSM, le commerce extérieur, l'ONSA, tous ces gens-là travaillent. Mais quand on arrive à la douane, les gens, ils sont incapables de savoir si ce produit-là doit subir l'ONSA, l'IMANOR. Donc s'ils ont une note note de service, ils appliquent. S'ils n'ont pas de note de service, ce qui est le cas 9 fois sur 10, l'opérateur passe à travers les mailles du filet. Et là, donc il faut essayer un petit peu de conjuguer tous ces efforts, impliquer la douane, parce que la douane ne peut pas être experte en tous les domaines. Et quand j'avais signé la convention avec M. Zazou sur la contribution libératoire, je lui ai dit, écoutez, il faut qu'on crée une commission, fédération, DGI et douane, pour qu'on vous donne un peu les éléments sur lesquels vous devez focuser pour mieux apprécier entre guillemets les tricheurs sur les importations. Alors aujourd'hui, bon, effectivement, il y a le Covid, il y a beaucoup de choses, mais c'est ce genre de commission que je souhaite quand même qu'on fasse au sein de votre, bien sûr, chapeauté par votre ministère, pour qu'effectivement que chacun ne parte pas dans sa direction, qu'on essaie de conjuguer. Et si on arrive à mettre 1, 2, 3 petites
mesures, croyez-moi, c'est déjà un gros levier d'accompagnement et de développement industriel. Donc, bon an, mal an, je pense que le constat, pour moi, il est positif. Donc, je ne sais pas si mes confrères partagent. Nous avons subi effectivement la hausse des matières premières, mais aujourd'hui, c'est en train un petit peu de rentrer dans l'ordre. Tous les secteurs vont redémarrer, et donc fatalement, notre secteur ne pourra que s'en réjouir. Donc, bon an, mal an, un satisfecit intéressant, mais il y a des choses à faire. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de croissance organique et macroéconomique. Auriez-vous l'amabilité un petit peu d'expliciter cela? Et comme je l'ai fait avec M. Sadeghi, quel appel prioritaire vous ferez au ministère aujourd'hui, au-delà du fait que vous avez parlé d'une connexion viable et fidèle? Voilà. Alors, comme je vous ai dit, organique, vous avez déjà 2 ou 3 presses ou 2 ou 3 extrudeuses. Vous voulez ajouter un produit, donc vous ajoutez un nouveau matériel pour pouvoir augmenter votre... Alors, macroéconomique, effectivement, parce que les us et coutumes du consommateur marocain changent. Donc, nous avons l'emballage qui passe de 2 milliards il y a 7-8 ans, qui est aujourd'hui un peu plus de 3 milliards et demi, et à horizon 2023, il est censé arriver à 8 milliards. Donc, beaucoup d'emballage est encore importé, ce qui est quand même quelque chose de paradoxal, parce que le plastique voyage mal. Donc ça, ce sont les deux, on va dire, les deux grandes données, que ce soit organique ou macroéconomique. Et l'appel prioritaire que vous voulez lancer au ministère aujourd'hui? L'appel, je serais tenté de dire à Semraoui d'essayer d'être un peu plus, vigilant et croire en la bonne foi et la sincérité des industriels marocains, tout en préservant le droit du consommateur. Belle transition, parce que c'est M. Mraloui qu'on va interpeller tout de suite. Je vous remercie de votre intervention en mon nom personnel et au nom des internautes et des présents. Si Saïd Mraloui, d'accord, vous êtes le directeur de la défense et de la réglementation commerciale au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et du numérique. Vous allez réagir un petit peu sur l'appel du président de la Fédération, mais aussi nous dire un petit peu, selon vous, quels seraient les leviers relatifs à la sauvegarde de ce tissu industriel et qu'est-ce que vous préconisez véritablement pour un petit peu relancer ce secteur d'ici, allez, on va dire 2025. Je vous donne la parole. Merci. Je vous remercie d'abord de cette invitation et je suis heureux de participer avec vous à ce débat. Le secteur, pour être relancé, pour nous, on se situe dans le cadre macroéconomique général, dans la structure du Maroc qui est un Maroc, comme l'a dit notre ministre, un Maroc qui est ouvert. Un Maroc qui accueille des investisseurs étrangers, qui est ouvert à la concurrence. Donc, on doit se situer dans ce contexte. On ne peut pas le nier. Donc, pour faire face à cette ouverture, c'est l'un ou l'autre. C'est l'import, l'export. Donc, pour nous, l'export est l'élément principal sur le développement des exportations. Bien sûr, il y a le marché local qu'on doit préserver, qu'on doit garder selon des instruments qu'on peut utiliser dans le cadre de cette ouverture. Par rapport à l'export, nous avons... ces derniers temps, ça fait plus de 4-5 mois qu'on est en train de travailler là-dessus. C'est dans le cadre d'une War Room Export pour identifier, développer le potentiel existant à l'export. Actuellement, je vais me situer dans un cadre macroéconomique. Nous exportons à peu près 250 milliards de dirhams, tout produit confondu, 250 milliards de dirhams. Nous estimons que... Quelle est la part de l'OCP, pardon? Quelle est la part de l'OCP? Bonne question.
Quelle est la part de l'OCP Sur les 250 milliards, quelle est la part de l'OCP? Sur les 250 milliards, combien exporte l'OCP? On exporte 250 milliards de dirhams, on importe vers les 400 milliards de dirhams. Donc, ce qui fait un déficit commercial de à peu près 250 milliards de dirhams annuellement. Mais l'OCP, elle fait combien sur 250 milliards? L'OCP. On exporte 250 milliards. Et vous? Oui. Et sur les 250 milliards, l'OCP a combien? Représente combien? Elle représente 10, 20, 30, 40, 50? Je n'ai pas très bien compris. Avec 250 milliards, il y a Renault, il y a l'OCP. Ah bon, voilà. Pour qu'on puisse savoir un petit peu... alors, si vous voulez, on peut en parler sur ça d'une manière très détaillée. Donc, D'accord, non, c'est juste une donc, idée un petit peu. Nous sommes en live. les 250 milliards de dirhams, donc, par rapport à nos exportations, d'une manière globale, moi, je pourrais citer, nous sommes devant 3 grandes contraintes, ou 3 grands, je dirais, 3 niveaux de concentration. On a une concentration marché, c'est-à-dire sur les 250 milliards de dirhams, 70% est destiné sur l'Union européenne. Et sur l'Union européenne, plus de 50% qui est destiné, absorbé par la France et l'Espagne. Donc on est concentré sur des marchés. Donc il y a lieu de diversifier. Très bien. Le deuxième niveau de concentration, on est concentré sur les produits. Lorsqu'on dit les exportations, on exporte 250 milliards de dirhams, le nombre de produits qui fait l'objet de ces exportations reste relativement peu diversifié. Si j'enlève, comme vous l'avez dit, Renault, si j'enlève les fertilisants, si j'enlève l'agriculture, et il y a bien sûr, on a diversifié dans l'aéronautique, on a diversifié dans l'automobile, etc. Mais d'une manière générale, on reste un peu trop concentré en termes de nombre de produits. Donc, deuxième enseignement à en tirer, il faut développer de nouveaux produits à l'export. D'accord ? Il faut développer de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits. Troisième niveau de concentration, on est concentré sur les entreprises exportatrices. Je ne sais pas combien il y a d'entreprises au Maroc d'une manière générale, mais je sais qu'il y a 6 000 entreprises exportatrices au Maroc. 6 000 entreprises, moi je considère que c'est très, très, très peu par rapport au tissu entrepreneurial marocain. Et lorsque je dis 6 000 entreprises, il y a des entreprises qui exportent beaucoup, il y a des entreprises qui emportent un dirham. Et sur ces 6 000 entreprises, je vous dirais, les 20 plus grandes entreprises exportent plus de 90% du volume de ces 250 milliards de dirhams. Donc la concentration, elle est tellement si importante que le chiffre d'affaires à l'export, il est entre les mains d'un certain nombre d'entreprises. Donc, troisième enseignement à tirer de ça, c'est qu'il faut diversifier le nombre d'entreprises qui exportent. Ou en d'autres termes, il faut recruter des exportateurs, c'est-à-dire des entreprises qui ont l'habitude et qui sont là pour travailler sur le marché local, mais qui n'ont pas encore, ou qui n'ont pas dans leur stratégie, ou qui n'ont pas dans leur vision de développer l'export. Parce que tout ça, c'est un peu de l'historique. Parce qu'à un certain moment, l'investissement au Maroc, les entreprises au Maroc, lorsqu'une entreprise investit au Maroc, elle se dit, moi, je serai une entreprise destinée à l'export. Et moi, je serais une entreprise destinée au marché local. Parce qu'il y a les régimes économiques, un certain nombre d'éléments qui faisaient en sorte qu'une entreprise de textile, lorsqu'elle travaille sur le marché local, elle ne travaille pas sur l'export. Et lorsqu'elle travaille sur l'export, elle ne travaille pas sur le marché local. Là, on le constate même aujourd'hui. D'une manière, ça commence à se dissiper, ce phénomène, mais il reste toujours vrai. Donc, nos entreprises, à un certain moment,
il est temps qu'ils le fassent, soit des entreprises internationales, même s'ils sont sur leur marché local, soit des entreprises qui exportent ce qu'ils vendent sur le marché local. Et ça, ils ne peuvent le faire qu'à travers le dépassement de la sous-traitance, qu'à travers la production de leurs propres produits qu'ils fabriquent sur le marché local, qui deviendraient des produits exportables. Et là, le marché africain est un marché très, très, très porteur pour cette catégorie d'entreprises qui ont l'habitude de travailler sur le marché marocain et pour lequel le marché marocain accepte bien leurs produits. Donc, il n'y a pas de raison pour que leurs produits ne soient pas exportables sur des marchés, je dirais, d'un niveau d'exigence de qualité un peu inférieur au Maroc. Donc, c'est ces entreprises-là, il faut qu'ils se développent sur l'Afrique. Dans le cadre de cette Wadoum que nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes en train de préparer pour l'ensemble des secteurs, pour l'ensemble des entreprises, une banque de projets, une banque de produits marchés, où on va leur dire dans le moindre détail, voilà les produits que vous pouvez exporter et où vous pouvez les exporter, comment les exporter, quels seront vos concurrents sur tel marché, à quelles conditions vous allez les exporter. Donc on est en train de travailler pour sortir un certain nombre de fiches, projets, marchés qui vont aider les entreprises à avoir suffisamment d'informations, à les orienter, à leur ouvrir le lieu pour regarder des marchés où il y a un potentiel très important qui n'est pas exploité. Nous estimons que notre potentiel actuel, il dépasse déjà les 100 milliards de dirhams. Donc on peut faire 250, on l'a fait, on peut faire 100 milliards de dirhams supplémentaires. Donc, mais dire aux entreprises, on peut faire 100 milliards de dirhams supplémentaires, ça ne leur sert à rien. Notre travail, c'est de granuler ces 100 milliards, c'est de pouvoir détailler ces 100 milliards pour leur dire où on peut la faire produit par produit, marché par marché. Et ça, c'est un minimum. On pourrait encore faire plus. Nous sommes convaincus de ça. Ça, c'est parmi les éléments de relance. Bien sûr, on est disposé à les accompagner dans le domaine. Bien sûr, on a avec nous la MDE qui... Son travail, c'est justement d'accompagner les entreprises dans le marché international et qui travaillent avec nous sur cette Wadoum Export. Et ça, c'est l'un des volets par rapport à l'export. Et on est convaincu que l'export est un très bon moyen, est un très bon levier pour relancer l'industrie. Une entreprise qui travaille sur un marché local qui n'est pas très protégé. On est d'accord là-dessus, qui n'est pas très protégé. Donc, c'est une entreprise qui sait faire, ou qui connaît la concurrence. Elle le fait ici, sur le marché local. Donc, rien encore ne l'empêche d'être concurrente sur le marché international et sur les marchés internationaux, non pas un. Donc, c'est dépasser la concentration Union européenne, dépasser l'entreprise marché local, marché international et faire des entreprises, quel que soit son marché de prédilection, de devenir éventuellement exportatrice petit à petit et également augmenter le nombre de produits qui pourraient être exportés parce qu'on reste toujours dans des catégories relativement limité de produits et il y a de nombreux produits que nous pensons qui ne sont pas exportés mais qui sont exportables. Et il faut simplement l'appui, l'accompagnement et surtout la persévérance et la confiance de l'opérateur sur ce fait-là et qu'il peut y aller. Merci pour ces précisions, Monsieur le Marlaoui. Vous allez rester avec moi en ligne. Et, ce matin, lors de l'allocution d'ouverture, les trois intervenants ont parlé de la préférence nationale.
Qu'en est-il au juste? Parce que j'ai cru comprendre, mais vous me rectifiez, que M. le ministre a parlé de Novotex. Qu'en est-il exactement et qu'est-ce qu'ils apportent comme valeur ajoutée aujourd'hui aux différents opérateurs de ce secteur? S'il vous plaît, quelques instants pour que nous puissions rester conformes aux 10 minutes. Oui, merci pour cette question. Bon, Monsieur le ministre, il soyez avait court, clair bien et pris- concis, dites aujourd'hui, parce que j'ai cru comprendre, Monsieur le ministre a dit qu'il a présenté le dossier, ça a été validé par notre chef de gouvernement. Qu'en est-il au juste? Oui. Donc, au niveau de la préférence nationale, c'est un concept spécifique d'abord au marché public. Ce n'est pas un concept large, ce n'est pas en termes de protection d'une manière générale, mais c'est spécifique à la commande publique, c'est-à-dire que l'État, en achetant ses besoins, elle fait appel à une préférence, elle fait appel à des donneurs ou à des fournisseurs avec une certaine préférence nationale. Actuellement, les textes juridiques qui régissent les marchés publics donnent cette possibilité de préférence nationale, mais elle n'est ni obligatoire et également je dirais le donneur d'ordre ou l'acheteur public, il a la possibilité de définir son cahier de charges, ses besoins d'une certaine manière, de sorte à demander des exigences sur les produits. Et là, Là, il y a les deux. Vous avez titillé, Monsieur le Président. Alors, on va appeler un chat un chat. Tout à fait. Les donneurs d'ordre, donc les entreprises publiques, bâtissent leur cahier de charges pour exclure le produit national. Ça, il faut appeler ça. Nous avons eu une réunion avec l'ONE il y a plus de 2 ans et demi, 3 ans, où ils nous ont dit qu'ils sont libres de faire leur cahier de charges comme ils l'entendent. Et bien entendu, leur défense, c'est de dire nous sommes aussi tenus par des budgets. D'accord. Alors, si vous permettez. Alors ça, je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'on peut importer un tube moins cher que s'il était fabriqué localement? Ça a toujours été ma question. Vous pouvez répondre, à cette... Oui. Super. Il y a des questions purement techniques là-dedans, mais on peut entrer dans certains détails. Non, je ne défends pas les acheteurs publics. Ça, c'est chacun. Les acheteurs publics sont partout dans les différentes administrations, dans les différents offices, c'est surtout les offices, les régions, les wilayats, etc., qui font beaucoup d'appels d'offres. Nous n'intervenons pas dans les rédactions des cahiers de charges, donc c'est question de spécifications selon des besoins. Mais pour régler ces problèmes, les questions qui sont régies ou qui seront traitées au niveau des textes, d'abord, la préférence nationale, la question de prix, avant les spécifications techniques. Les prix, la préférence nationale, elle est de 15%, mais comme je l'ai dit, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que l'institution peut l'exiger, peut ne pas l'exiger. C'est d'abord la rendre obligatoire. J'ai pas compris. On n'a pas. La différence de prix qu'on peut. Elle peut être majorée de 15% si c'est un produit national. L'entreprise nationale par rapport à l'entreprise qui importe. 15%. C'est-à-dire, on peut, même si le national il est à un prix supérieur de 15% au maximum par rapport à l'étranger, c'est le national qui va emporter le marché. Bien sûr, à qualité égale. Ça, c'est simplement sur la question de prix. Mais ces 15% sont prévus par les textes, mais les textes n'ont pas imposé. Il a laissé ça à l'appréciation du donneur d'ordre. Maintenant, le texte va l'imposer. 2, pour la deuxième question, c'est la question de cahier de charges, les spécifications techniques, c'est le produit demandé. Comment faire en sorte de ne pas d'écrire des
caractéristiques, des spécifications techniques, de sorte à exclure de facto un produit marocain parce qu'il n'y a aucun qui peut répondre à ces spécifications. D'abord, en obligeant les entreprises à faire référence aux normes marocaines. Parce que les spécifications, ce sont les normes. Donc, le fait qu'un donneur d'ordre vous oblige à fournir un produit répondant à la norme américaine, c'est possible, il a le droit de le faire. Il va vous demander, je veux la norme, je ne sais pas, une norme américaine. Automatiquement, vous ne produisez pas cette norme américaine, donc automatiquement, vous êtes exclu. Alors, maintenant, ils ne pourront plus le faire, c'est les normes marocaines qui seront exigées dans les cahiers de charges. Donc, pratiquement, je pense que les producteurs marocains, ils répondent à ces normes marocaines. L'Américain, il peut également répondre à la norme marocaine, il peut également présenter une offre, mais au moins, il sera en concurrence avec toujours des Marocains. Donc, c'est l'exigence des normes marocaines est une façon de ramener en partie les donneurs d'ordre à demander des exigences qui sont généralement fabriquées ou commercées au Maroc. Aucune solution n'est parfaite à 100%. Donc, mais au moins, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Déjà, ces éléments-là, ils ont été instruits par monsieur le chef de gouvernement aux différentes institutions, mais pour être plus, je dirais, officiel, etc., une simple instruction par lettre n'est pas suffisante. Il faut les introduire dans les textes réglementaires, comme ça ils deviennent opposables à toutes les parties, et c'est parmi les choses qui seront faites pour la question de préférence nationale pour les marchés publics. Mais la commande publique n'est pas toute la demande nationale. La demande nationale, c'est les différentes commandes. Merci. C'est nous qui vous remercions, Seyed Mraoui. Vos réponses ont été, je pense, une ébauche. Ce que je préconise, en étant aujourd'hui un petit peu invité à ce forum, c'est probablement et certainement, avec l'autorisation de Monsieur le Président de la Fédération, c'est d'organiser une réunion au plus vite pour que vous puissiez véritablement rentrer dans les détails, parce qu'il y a encore un certain nombre de choses qui ne sont pas si claires que ça, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, un petit peu, de notre forum. Inch'Allah, qariban, shima binetkoum, on a dit travailler ensemble et la main dans la main, je crois que c'est ça l'objectif. Merci encore une fois, Seyed Mraoui, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et je m'en vais vers le directeur en charge des filières industrielles chez l'AMDI, l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations. Je lui souhaite la bienvenue. C'est Ali Mahraz Marhababik, Maana, d'accord, Fi Alamina. Donc on va échanger pendant une dizaine de minutes. Je sais que c'est le Mraoui, on lui a fait beaucoup de pression, donc il a eu droit à 15 minutes, d'accord. Ça ne veut pas dire que je vais manger un peu de votre temps, mais pour nous dire un petit peu quel est le rôle un petit peu de la MDIE aujourd'hui dans ce processus et comment elle voit un petit peu ce développement win-win, gagnant-gagnant avec la Fédération marocaine de la plasturge. C'est Ali Mahraz, la Kalkalima. Tout d'abord, je vous remercie. Je remercie la Fédération marocaine de la plasturgie de nous avoir associés. De toute façon, je pense que c'est naturel et spontané. Nous sommes toujours partenaires. Dire la MDIE, en tant que membre de la grande famille du ministère de l'Industrie, nous sommes là au service de l'industrie nationale. À ce titre, je pense que je devrais rappeler ce qu'est la MDIE. La MDIE est l'organe qui est né de la fusion qui a été actée fin 2017 de 3 anciens établissements qui étaient l'Agence marocaine de développement des investissements, en l'occurrence la MDI, le Centre marocain de promotion des exportations, plus connu à l'époque sous le nom de Maroc Export, ou CMPE pour les anciens. Et puis il y a aussi l'OFEC, qui est l'Office des foires et expositions de Casablanca. Donc suite à cette fusion, nous avons en un seul organisme, qui est devenu la MDIE, un seul organisme qui est chargé de la promotion et de l'accompagnement de l'industrie nationale, mais aussi de l'accompagnement des investisseurs. En ce sens, comme nous le faisons avec, je dirais, tous les autres secteurs que nous accompagnons, nous sommes là pour 2 choses.
pour promouvoir le développement et l'essor à l'international de nos entreprises. Depuis tout à l'heure, Steve, vous parliez du marché intérieur. Tout à fait. Une entreprise potentiellement qui est compétitive sur le marché intérieur, vu que nous sommes sur un marché très ouvert, elle est potentiellement très compétitive aussi sur le marché extérieur. Tout à fait. En ce sens, nous serons là, et nous sommes toujours là, pour accompagner cet essor, pour dénicher des opportunités et aller les concrétiser. En fait, aller vous aider à les concrétiser. La MDIE n'ayant pas vocation de commercer pour elle-même. L'autre volet sur lequel nous accompagnons, et c'est aussi dans notre ADN, c'est l'accompagnement de l'investissement. Parce que oui, il est bon de faire de l'export, mais aussi, comme le disait tout à l'heure Monsieur le Ministre, nous sommes là pour challenger, pour accompagner le développement de l'offre locale, que ce soit à travers l'investissement qui serait porté par des opérateurs nationaux que nous encourageons à faire, et nous serons toujours là pour les écouter, pour faciliter leur démarche, mais aussi à accompagner, mais aussi à aller chercher, à les prospecter pour trouver des prospects ou bien des investisseurs internationaux qui seraient intéressés, que ce soit par notre marché local ou bien par la position intéressante et géostratégique du Maroc, qui fait que nous sommes un hub qui donnerait accès potentiellement à un marché qui dépasse les 1 milliard de consommateurs à travers un réseau d'accords de libre-échange qui fait qu'en étant basé au Maroc, on peut commercer avec les États-Unis facilement parce qu'on a un ALE avec les États-Unis, on peut commercer avec l'Union européenne parce qu'on est partenaire de longue date, on peut également commercer avec la Turquie, les Émirats arabes unis, certains pays arabes dans le cadre de l'accord d'Agadir et tout dernièrement dans le cadre de l'ASLECAF, dans l'accord de libre-échange continental africain. Voilà en introduction, en 2 mots, ce que fait la MDIE. C'est l'accompagnement à l'export, mais aussi l'accompagnement et la facilitation de l'investissement en complémentarité avec les autres dispositifs et autres organes du ministère de l'Industrie. En expert à Bercy, Simhrez, comment vous voyez aujourd'hui les leviers de relance post-Covid par rapport à ce secteur qui est véritablement très très important pour l'économie marocaine? Je vous remercie vous, en tant qu'MDIE. Comme toute crise, elle peut être vue de 2 manières. La vision pessimiste voudrait qu'une crise, ça comporte des pertes, c'est des problèmes qui arrivent, mais il faut être, je dirais, en homme d'affaires ou bien en entrepreneur averti. Toute crise comporte en elle-même des opportunités. Et je dirais que pour l'ère post-Covid, il faut qu'on reste mobilisé. Nous avons été mobilisés. Sa Majesté le Roi a été précurseur et le Maroc, alhamdoulilah, grâce à ses hautes orientations, a fait que le Maroc a répondu très vite aux contraintes du Covid. Nous avons réagi, nous avons été en exemple pour des pays même très avancés. Alhamdoulilah, nous en réjouissons. Et cela à tous les niveaux. Donc je pense qu'il faut rester sur ce cap, il faut rester mobilisé. Nous avons engrangé des réussites, nous avons été forts pour couvrir certains besoins nationaux à un certain moment où il y avait des pénuries de masques. On voyait des gens sur des chaînes étrangères parler de pénurie de masques. Alhamdoulilah, au Maroc, on a été capable de fournir des masques qui étaient bons, qui étaient accessibles à des prix pas chers à tout le monde. Grâce à la plasturgie. Entre autres. Je ne m'attribue point à un quelconque... On ne s'attribue pas à un succès, mais on s'en félicite. C'est notre succès à tous. Donc, il faut rester sur cet esprit. Nous avons prouvé qu'en temps de crise, nous avons eu un tempérament et un réflexe de gagnant. Ben, gardons ce réflexe. Restons mobilisés. Alors aujourd'hui, la MDIE, oui. Quel serait l'appel qu'elle ferait aux opérateurs de la fédération? Ça serait, je dirais... Au-delà de la mobilisation, et est-ce qu'aujourd'hui la MDIE, dans le cadre de ce forum exposition, d'accord, a un effet d'annonce aujourd'hui? Je ne sais pas si vous allez apporter un nouveau volet de votre développement et de votre promotion vis-à-vis de ces opérateurs. Je dirais la mobilisation, elle se renouvelle. C'est-à-dire on gardera le même appel, mais la mobilisation, elle s'adapte, disons, au temps et aux contraintes de chaque instant. Donc, je maintiendrai le même appel. Restons mobilisés parce que nous sommes déjà au sein de l'Awaroum Export dont venait de parler Simraoui. Nous sommes également mobilisés au sein de l'Awaroum Investissement qui a été mis en place par le ministère de l'Industrie récemment et dont a parlé Monsieur le ministre tout à l'heure lors de son intervention. Donc, restons sur cet esprit-là. La MDIE, je pense, c'est peut-être un pléonasme, je ne sais pas comment le qualifier, mais nous avons toujours été là.
en témoigne, je dirais, la proximité et les échanges parfois quasi quotidiens qu'on a avec tous les opérateurs sur quasiment toutes les fédérations. Nous sommes toujours sur cet esprit. Nous serons là en précurseur quand il le faut, quand on a des signaux venant de l'extérieur qui peuvent nous dire qu'il y a une opportunité ou un risque qui peut se présenter. Mais nous serons là aussi pour accompagner quand un opérateur ou une fédération vient nous parler d'une opportunité ou un risque qu'elle voudrait compter sur l'accompagnement MDIE pour le concrétiser. Je citerai à titre d'exemple ce qui a été fait pour les masques. Pour les masques, il y a eu une mobilisation industrielle locale qui a fait que nous avons produit les masques, mais à un certain moment, nous avons eu une production qui dépassait le besoin du marché local, mais il y avait aussi une opportunité parce que d'autres marchés internationaux qui étaient tout à fait intéressants manquaient de masques. Donc il y avait une opportunité à aller placer cette offre, cette production, disons, excédentaire par rapport à la demande locale. Il fallait aller la placer ailleurs. Et je pense qu'un travail a été fait de concert entre les équipes du ministère de l'Industrie, de la MDIE et des fédérations concernées pour aller concrétiser. Et ça a été fait. Et je pense que nous serons toujours capables d'aller dans ce sens. Super. Mon rôle aussi de titiller, de créer le débat. Est-ce que le président Haïd, aujourd'hui, souhaite interpeller la MDI? Parce que quand j'entends notre ami Salim Halas, d'accord, tout est bon dans le meilleur des mondes. Il n'y a rien où le bas baisse, ou le ça serait se méprendre sur votre intelligence et sur la mienne aussi. Non, excusez-moi, je le prends nullement négativement, mais c'est-à-dire tout n'est pas parfait. Alors c'est pour ça qu'on crée un petit peu le débat. Et j'ai senti, mon rôle aussi, j'ai senti tout à l'heure le président Haïd vouloir dire quelque chose, et je vais peut-être lui donner l'occasion avant de vous donner la parole. C'est Haïd, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'exercice le plus difficile, c'est effectivement que toutes les institutions dépendant du MCI ont identifié et se sont mobilisées sur l'accompagnement industriel. Aujourd'hui, la potentialité est là. Tout le problème est de formaliser cette potentialité pour la rendre opérationnelle. Alors, je ne sais pas si mes panélistes partagent mon zone. Le vrai problème aujourd'hui qu'on a, c'est ça. Les potentialités sont là, elles sont identifiées. Il y a les accompagnements de toutes les institutions, il y a les moyens, mais on n'arrive pas, en tous les cas, il est difficile de rendre les choses opérationnelles ces potentialités. Alors, réaction, pardon. Allez-y, c'est Hicham, vous souhaitez rajouter autre chose? Alors, peut-être que je me trompe, mais c'est mon ressenti et le ressenti de pas mal on va dire, d'opérateurs industriels dans notre secteur. Comment vous réagissez en live, les axes sur ce que vient de dire notre président? C'est Ali. Je me réjouis, disons, dans la limite, disons, de... Comment opérationnaliser tout ça? C'est pour... je paraphrase Hicham, pour appeler un chaja. Comment devrait-on opérationnaliser? Y a-t-il un plan d'action à court, moyen et long terme qui nous permettrait, tous ensemble, d'aller la main dans la main? Ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les bonnes volontés sont mobilisées, sont là. Ouais. Et malgré cela, malgré les 84 ou 86% de réalisation, comme a dit Semrala ou Monsieur le ministre avant, on pourrait être à 200%, 250%. Nous n'arrivons pas toujours, et j'aimerais bien avoir là votre sentiment dessus, on n'arrive pas à opérationnaliser ces potentialités. Alors, il faut... Une petite réaction. Globalement. Oui, j'ai bien compris. Alors, il y a deux choses. Un, on ne peut pas dire qu'on n'arrive pas à opérationnaliser, puisqu'on a délivré. Vous avez délivré, opérateur. Il y a un contrat programme qui a été signé avec l'État, et dans les engagements, qui sont nos engagements mutuels, qui ont été opérationnalisés, vous avez dépassé l'objectif de création d'emplois qui était fixé dans le cadre du contrat de performance. Donc ça, on doit s'en contenter? Non, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux choses. Il y a un, parce que quand on dit on n'arrive pas à mettre en opération, peut donner l'impression qu'il n'y a pas eu de réalisation. Donc moi, je veux juste nuancer, dire on a bien commencé. Il ne faut absolument pas qu'on s'arrête là. Et là, il s'agit de libérer les énergies. Et donc on a parlé de sujets qui sont des sujets importants, qui sont des verrous aujourd'hui. On a parlé de disponibilité foncière, par exemple. On a parlé de décarbonation.
On a parlé d'amélioration de l'environnement business et puis de l'environnement administratif, c'est-à-dire comment on peut mieux encadrer ces choses-là. Et ça, c'est vraiment les vecteurs qui vont nous permettre d'avoir l'inflexion qu'on attend. Mais la mise en opération, l'opérationnalisation, elle a démarré. Et on a des premiers résultats qui nous donnent confiance sur le fait qu'on saura travailler dans cette libération d'énergie. Donc ça, c'est aussi, ça nous a créé un case à présenter aux différents départements pour dire, regardez, ça fonctionne. Quand on se donne les premiers moyens, on arrive à faire des choses. Maintenant, on peut aller plus loin. Force à vous de nous aider, qu'on tire ensemble pour pouvoir faire que le secteur trouve la croissance exponentielle qui pourrait être la sienne. Merci, M. Sedekhi, un petit peu de ce processus de réflexion. Alors, après avoir écouté les institutionnels, après avoir écouté le privé, nous allons nous inviter au monde de Huawei. En la personne de Shisheke Basho, qui est le directeur du marketing stratégique chez Huawei. Et vous avez écouté les institutionnels, vous avez écouté les privés. Quelle est votre réaction, Shisheke Basho, par rapport à tout ce processus? Quels sont les success stories de Huawei dans tout ce qui est 4.0? Et comment vous voyez justement, on a beaucoup répété cette question, les leviers de croissance ou les leviers post-Covid? À vous la parole pour finaliser ce premier panel inscrit dans le cadre de cette 9e édition. À vous la parole, Shisheke. Merci, je suis ravi d'être là pour représenter Huawei. Donc je crois qu'avant de parler de l'industrie 4.0, il est important de parler du contexte actuel que nous sommes en train de vivre parce que nous sommes encore en post. On ne parle pas de post-Covid parce que la Covid est encore là. Donc nous vivons avec. Ce qui est important, c'est que la Covid nous a fait ouvrir les yeux sur la nécessité de connectivité. Et donc avant de parler de l'industrie 4.0, donc comme Monsieur le Président l'a signalé, on ne peut pas parler de l'industrie 4.0 s'il n'y a pas de connectivité. Et là, je fais un enchaînement par rapport à la conférence où j'étais hier, donc c'était sur la fibre optique, et on parlait encore de la connectivité. Alors, pendant la Covid, les Nations Unies, ils ont donné une phrase ou un terme, ils disent qu'il faut redéfinir la connectivité. Maintenant, nous avons découvert que la connectivité peut sauver des vies. Donc ça, c'est très important. Et moi, je vais aller très très loin. Je vais vous dire aujourd'hui que la connectivité, elle est là pour la relance économique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du digital, donc le digital, il faut se féliciter par rapport à le rapport qui a été produit par M. Shakib Ben Moussa sur le nouveau modèle de développement, qui considère le digital comme un levier de croissance. Mais ce levier de croissance, il est basé sur des infrastructures. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir une connectivité à l'échelle de tout le pays. Donc, c'est ce qu'on appelle, il faut avoir un plan de haut débit national qui permet de donner la connectivité à tous les citoyens. Donc, y compris dans les zones qui sont lointaines, dans les zones, je dirais, donc, dans l'Atlas, dans les montagnes, etc. Donc, ça, c'est une nécessité qui est obligatoire aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a cette connectivité, quand on parle de la relance économique, il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe ailleurs. Donc, quand on regarde la Chine aujourd'hui, qui connaît une croissance économique très importante, il faut se poser la question. La relance économique de la Chine, elle est basée aujourd'hui sur le digital. Donc, le plan de relance économique qui a été annoncé par la Chine au mois de mars 2020, il est basé sur 7 secteurs. Et là, les 7 secteurs, il y en a 4 qui sont complètement sur le digital. Sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, sur 5G et sur le développement de haut débit. Alors, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas tout à fait dans le digital, qui sont dans la nouvelle technologie, qui sont plutôt des trains à grande vitesse, l'énergie renouvelable, mais tous ces secteurs-là sont liés. Maintenant, l'industrie 4.0, elle a été placée par le ministère dans le cœur de développement de la transformation digitale. Il faut se donner les moyens. Et il faut se donner les moyens, et pour se donner les moyens, il faut mettre en place l'infrastructure. L'infrastructure, donc, c'est quoi? C'est la connectivité. Il faut traiter les données. Pour traiter les données, donc, il faut avoir une souveraineté nationale, donc il faut avoir un cloud, ici au Maroc, pour traiter ces données-là. Alors, donc, Monsieur le Président, donc, nous sommes là, Huawei est là, donc nous sommes prêts à vous accompagner pour mettre en place non seulement la connectivité, mais aussi un pilote pour mettre en place comment on peut transformer cette industrie de plastergie vers une industrie 4.0. Donc nous avons l'expérience de la mise en place de l'industrie 4.0 sur plusieurs secteurs. Aujourd'hui, on travaille déjà donc, en Europe sur l'usinage des turbines de l'Airbus sur l'industrie 4.0. Mais un petit mot aussi qu'il faut préciser quand on parle de l'industrie 4.0, c'est quoi? En fait, c'est l'évolution d'une industrie robotisée vers une industrie digitale. Donc aujourd'hui, dans l'industrie robotisée, donc on a déjà des robots qui font un certain nombre de tâches qui sont automatisées, etc. Mais quand on va vers le digital, on permet à l'industrie d'évoluer et d'avoir plus d'agilité,
d'efficacité et avoir aussi donc une meilleure productivité. Donc c'est ça ce qui est important avec l'industrie 4.0. Maintenant, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie 4.0, nous avons la possibilité, dans les bras de robots, donc il y a des caméras qui sont embarquées, qui peuvent prendre plusieurs images à la fraction de seconde, qui sont véhiculées sur un réseau rapide 5G avec un temps de latence qui est très réduit, qui peut mettre en place des cas d'usage très critiques. Et donc, tous ces données-là, ils sont traités dans le cloud et dans l'intelligence artificielle. Et ça permet d'avoir une meilleure productivité. Alors, ça permet d'avoir une meilleure productivité et ça permet aussi d'avoir une transformation au niveau de l'usine, au niveau aussi des métiers aujourd'hui des ouvriers. Alors, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que l'industrie 4.0, l'ouvrier qui va travailler à côté du robot, il va travailler dans un centre de commandement. Donc, en fait, son travail, il va le faire d'une manière plus à l'aise, plus confortable et d'une manière plus, je dirais, donc, rentable. Aujourd'hui, vous allez parler de la maintenance également, la maintenance préventive. Des technologies de la réalité augmentée, aujourd'hui, permettent de mettre en place de la maintenance via des réseaux 5G, où on n'a pas besoin des techniciens qui doivent être là. Donc, l'ouvrier qui est devant la machine, qui pose un problème, avec des technologies de réalité augmentée de 5G, on peut faire de la maintenance et on peut même faire par la suite de la maintenance prédictive. Donc voilà quelques exemples, et je peux aller même très très loin. Aujourd'hui, l'industrie 4.0 touche à tous les secteurs, touche à l'agriculture. Aujourd'hui, on peut faire de l'irrigation intelligente basée sur le concept de l'industrie 4.0. Aujourd'hui, on fait l'élevage du saumon en Norvège basé sur la technologie de l'industrie 4.0. Donc en fait, c'est un projet par exemple, donc je prends 1 minute pour développer ce cas d'usage. En Norvège aujourd'hui, nous avons mis en place vous avez donc, en fait, en Norvège, c'est des fjords dans lesquels donc, on fait l'élevage du saumon. Et donc, ce saumon-là, aujourd'hui, donc, on utilise le réseau 5G, des capteurs, de la technologie donc, basée sur Internet des objets qui permettent d'avoir une meilleure productivité au niveau du saumon et aussi baisser du coût d'exploitation. Alors, comment aujourd'hui Huawei va dans le sens à court ou moyen terme en matière d'investissement au Royaume du Maroc ? Est-ce qu'on a une idée un petit peu sur les 5 années à venir, comment Huawei un petit peu s'inscrit dans sa vision, sa mission et un petit peu ce processus? Alors Huawei, premièrement, donc, côté Huawei, nous avons déjà pris la décision de considérer le Maroc comme le siège de 29 pays africains. Donc aujourd'hui, l'Afrique, pour nous, et Huawei donc, a une présence très très forte dans chaque pays. Mais le Maroc, aujourd'hui, c'est déjà le siège de 29 pays. Et donc ça a été décidé il y a 3 ans, et puis depuis 2018, officiellement, Casablanca Marina, c'est le siège de 29 pays. Donc nous sommes déjà dans l'esprit où nous considérons le Maroc comme le hub de l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Non seulement au niveau du siège, mais même au niveau de la logistique. On travaille beaucoup donc, au niveau de Tanger Med, d'accord ? Mais très important aussi au niveau des investissements, nous avons mis en place le premier supercalculateur en 2018 au CNRST. Nous formons des talents marocains. Donc aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, autant qu'un Marocain, représentant de Huawei, nous avons déjà formé plus de 5000 Marocains sur le digital. Sur quoi ? Sur le cloud computing, sur la technologie de stockage flash, sur l'intelligence artificielle, également sur 5G. Et donc ça, c'est un programme qui a démarré depuis 2018. Et ce programme de formation des talents qui a été intensifié pendant la pandémie. Donc pendant la pandémie, nous avons lancé un programme Morocco Go Digital. Nous avons mis en place une équipe marocaine locale pour animer cette plateforme. Et donc, il y avait un engouement de la part des étudiants et des professeurs. C'est une plateforme gratuite. Alors, les experts disent que the future is now. Le futur, c'est maintenant. Automatiquement, on parle déjà du 5.0. Qu'en est-il chez Huawei ? Aujourd'hui, donc, Huawei, nous sommes dans le concret. Premièrement, Huawei, c'est à peu près 200 000 employés dans le monde. Nous sommes dans l'innovation parce que sur 50%, donc 50% de la population de Huawei, c'est-à-dire presque 100 000 personnes, ils font de l'innovation. Donc nous sommes une société qui est complètement dans l'innovation et dans les recherches et développement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons évolué effectivement vers des cas d'usage concrets parce qu'aujourd'hui, quand on parle de digital, c'est des choses qui sont concrètes. Donc aujourd'hui, nous avons du cas d'usage sur l'industrie, différentes industries, que ce soit l'industrie automobile, l'aéronautique, la plasturgie, également dans l'éducation, dans l'agriculture, la télémédecine, la santé. Donc nous sommes précurseurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le top 3 au niveau mondial en termes d'investissement en recherche et développement. Et c'est une chose que nous souhaitons que ça soit répercuté ici au Maroc
pour le développement avec le ministère des cas d'usage qui correspondent à l'économie marocaine. C'est un show Merci. Très très intéressant. Alors comme nous avons été vraiment dans les temps, 1 heure et 1 seconde. Magnifique. Maintenant peut-être je prendrai 2 questions dans l'assistance, s'il y en a. D'accord ? On sait pertinemment que la première question est la plus difficile, donc on passe directement à la deuxième question. Y a-t-il des questions que vous souhaitez interpeller un petit peu nos intervenants ? Sinon, en votre nom, s'il n'y a pas de questions spécifiques, je pense, à mon humble avis, que ça a été un panel riche un petit peu, où les idées ont un petit peu fusé par rapport justement à ce processus de relance, par rapport à ce processus post-Covid, par rapport aux opportunités, par rapport à tout ce qui est investissement humain et autres. Donc, ils prendront la photo officielle. Je vais demander aux photographes de bien vouloir prendre la photo de ce panel pour aller de ce pied et sans transition vers le deuxième panel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une petite photo, et on les applaudit très très fort. On applaudit également la fédération d'avoir véritablement organisé ce processus. Merci beaucoup.